43, merci d'être avec nous. C'est le petit déjeuner de l'actu avec une dynamique un peu différente de d'habitude, puisque la secrétaire d'État chargée de la jeunesse et de l'engagement est avec nous, Sarah El Haïry. Donc vous pouvez lui poser des questions, 0826 300 300. Elle vous répondra. Oui, absolument. Et puis on retrouvera Alexis Poulain et il y a toujours aussi Elisabeth Lévy qui est en visio. À nos interrogations, aux vôtres également, au 0826 300 300. On va revenir, avant de prendre Christophe qui nous appelle dans un instant, Sarah El Haïry, sur le contexte en fait du moment. C'est vrai, on l'évoquait tout à l'heure, vous avez été à Poitiers où ça a été un petit peu tendu face en fait à certains jeunes quand vous avez demandé de chanter un peu la Marseillaise. Est-ce que vous aviez un discours assez positif en fait tout à l'heure. C'est vrai que vous avez cette volonté d'une attitude en fait positive, mais vous vous rendez compte quand même qu'il y a beaucoup de travail probablement à faire, quoi, non, avec l'ensemble des quartiers. Bien sûr qu'il y a du travail, évidemment, mais nous devons en fait de garder cette énergie, parce que si on n'a pas l'énergie, si on n'a pas la volonté d'y arriver, alors on ne fait rien. Et plus que jamais, on a besoin de regarder en face la réalité de notre pays, les situations de difficulté, qu'elles soient sur les questions de la République, qu'elles soient sur les questions de précarité économique, quels que soient les sujets. Notre responsabilité, et encore plus quand tu es un responsable politique, et encore plus quand tu es membre d'un gouvernement, c'est de regarder en face la réalité, de l'écouter et même d'aller la chercher. C'est-à-dire que moi je demande vraiment qu'on remonte, qu'on nous dise là où ça bloque. Oui, mais ce qui ne va pas. Après Poitiers, par exemple, vous avez eu quelques échos effectivement comme ça de choses qui bloquaient localement ou pas? Oui, bien sûr, mais parce que plus que jamais le dialogue il est essentiel. Et quand tu acceptes de voir et de ne pas tourner le regard ou de ne pas mettre de poussière sur le tapis, alors tu trouves cette énergie, parce qu'en fait il y a beaucoup de personnes qui sont de bonne volonté et qui ont confiance en l'avenir. Cette confiance, ça ne veut pas dire que ça se fait facilement, que ça se fait de manière automatique, ou c'est léger, ou c'est facile. Pas du tout. Par contre, si on a envie, si on se donne les moyens, alors oui, demain on sortira de cette crise sanitaire. Demain, on retrouvera un vivre ensemble plus fort. Demain, il n'y aura peut-être plus de débats ou de discours autour qui divisent la République, parce qu'on aura ressaisi quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire que c'est la République qui nous permet de vivre ensemble. Oui, alors Christophe de Marseille est avec nous. Bonjour Christophe. Oui, bonjour à vous. Bonjour Madame El Haïry. Oui. Bonjour Christophe. Une question, alors peut-être sur jeunesse, religion, en fait toutes ces valeurs de la République qu'on évoque. En fait, moi, tout d'abord, je voulais témoigner par rapport à mes deux enfants qui sont à l'école publique. Oui. Et en fait, il s'était passé deux événements qui m'ont choqué. Voilà, je vais vous raconter. Ma fille était à la maternelle il y a 2 ans. Et je vais la chercher à 16h30 et le rituel, je lui pose des questions, comment sa journée s'est passée, ce qu'elle a mangé à la cantine, et je vois qu'elle a un petit blocage. Donc je lui demande qu'est-ce qui s'est passé. En fait, il y avait des saucisses avec de la lentille, des lentilles avec des saucisses de porc, pardon. Et elle me dit qu'elle n'a pas mangé parce qu'en fait, ses petits camarades de confession musulmane ne lui parlaient pas parce que c'était de la saucisse de porc et limite l'ont insulté par rapport à ça. Donc j'ai appelé la maîtresse, voir ce qu'il en était et dire qu'en aucun cas c'était tolérable parce qu'il y a de la saucisse de porc à manger, que les petits de confession musulmane fassent ça à ma fille, quoi. Voilà. Donc c'est triste d'en arriver là, surtout qu'elle avait 5 ans à l'époque, c'est quand même dramatique. Et la deuxième histoire, c'est mon fils qui avait 8 ans. Il est à l'école primaire, il parle avec un petit de confession musulmane, et il parle de choses et d'autres, c'est son copain. Et il voit un autre collègue à eux passer, et mon fils lui dit bonjour, le petit de confession musulmane lui dit mais tu lui parles à lui? Mon fils bêtement lui dit ben pourquoi? Parce qu'il joue dans un club de foot différent de toi? Il dit non, parce que c'est un juif. Voilà. Vous voyez un peu où on en est maintenant. C'est à Marseille, c'est pas des histoires récoltées sur Internet, des on-dit, c'est des faits. Alors moi, ça me choque parce que j'ai grandi dans un quartier populaire de Marseille et il n'y avait pas cette mentalité à l'époque. Et c'est pas, excusez-moi, c'est pas des familles salafistes, c'est des personnes qui en apparence, c'est malheureux de dire ça, sont comme vous et moi. Et qui a une mentalité comme ça, qu'on inclut qu'à des enfants de 5 ans, leur dire non mais tu lui parles pas parce qu'il mange du cochon, c'est quand même dramatique. Voilà.
Ah bah non, mais oui, allez-y, oui, terminez, Christophe. J'aurais aimé savoir où on va là, avec des situations pareilles. Quand j'entends M. Blanquer parler d'apprendre l'arabe à l'école, pour moi c'est encore un signe de séparatisme, c'est pas un signe d'intégration. Restez avec nous, hein, Christophe. Sarah El Haïry, vous comprenez l'inquiétude justement avec des enfants, 5 ans, 8 ans de Christophe. Bonjour Christophe. Évidemment, vous êtes papa et vous partagez avec nous une situation que vous avez vécue, en tout cas que vos enfants ont vécue, et à un âge hyper jeune, 5 et 8 ans. Et l'incompréhension, elle est importante. C'est pour ça que quand on revient sur le premier cas à la cantine, ils ont besoin en fait d'expliquer, et que les adultes qui encadrent les enfants au moment du repas expliquent, et que non, ce n'est pas acceptable qu'on ne se parle pas. Par contre, ça veut dire que ce qui se passe à la maison a besoin d'être compensé à l'école, et ce qui sera compensé à l'école doit être complété par ce qui va être compensé, et le message qui sera porté pendant les heures, par exemple, de périscolaire, entre 16h30 et 18h. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que face à une situation comme ça, quand tu as un jeune qui dit à un autre jeune « je ne te parle pas parce que tu as mangé du porc » ou à l'inverse « je ne te parle pas parce que tu es de confession juive », c'est tout le débat que nous avons. Non, ce n'est pas en enfermant dans des communautés qu'on y arrivera. Notre job, notre mission, c'est de recréer le dénominateur commun. Ça veut dire quoi, le dénominateur commun ? Nous sommes français. Et nous sommes d'abord et avant tout français. Et dans notre pays, on ne fait pas de différence entre les confessions. Et dans notre pays, on ne stigmatise pas les gens en fonction de leur confession, de ce qu'ils mangent ou de ce qu'ils ne mangent pas, ou à la religion à laquelle ils croient ou ils ne croient pas. Et c'est pour ça que l'école, en réalité, vous savez, c'est cette première marche, Christophe. Parce que ce petit ou cette petite qui a dit ça à votre fille, ou qui a bousculé ou chahuté votre garçon, normalement, à l'école, il devra entendre par la bouche de ses professeurs que dans notre pays, on est tous égaux et qu'on ne fait pas de différence en fonction de la confession des uns et des autres. Et il l'entendra une première fois, il l'entendra une deuxième fois, il l'entendra une troisième fois. Et on renforcera plus que jamais vous savez, oui, mais quand il sera un peu plus grand. Suffisant ? Est-ce que c'est suffisant ? Parce que c'est ce que s'emploie à faire l'école quand même depuis des années, et visiblement, le fossé, en fait, se creuse, même. Elle le fait depuis des années, mais aujourd'hui, on a encore peut-être pas plus suffisamment. de moyens. Bien sûr, on a encore plus de moyens de le renforcer. C'est pour ça, avec Jean-Michel Blanquer, mais depuis 2017, depuis son arrivée, en fait, on aide aussi les enseignants pour être plus à l'aise avec ces sujets-là, pour ne plus avoir de débat. Oser le faire. Je crois qu'il faut oser le faire plus que jamais aujourd'hui, parce qu'on en voit les conséquences. Et quand on a une petite de 5 ans qui, à la cantine, dit « je ne te parle pas », alors il y a un sujet. Et cette petite de 5 ans, il faut lui expliquer que son camarade ou sa camarade, elle a le droit de manger ce qu'elle veut, parce que nous sommes en France. Et elle aussi, elle a le droit de ne pas manger du coup de saucisses au porc, mais d'avoir autre chose, parce que nous sommes en France, et parce que la laïcité, elle protège toutes les confessions, et le fait de ne croire ou de ne pas croire. Et l'école, c'est un sanctuaire, c'est un lieu qui n'est pas comme les autres. C'est là où on fonde nos citoyens. Et juste pour conclure, c'est valable pour la question de la saucisse et des lentilles, mais c'est aussi extrêmement important sur je ne lui parle pas parce que les juifs, la lutte contre tous les antisémitismes. Et attention, on a l'impression que c'est un combat passé. Aujourd'hui, dans notre pays, il y a des divisions, il y a des fractures. Et parce qu'elles sont là, nous avons besoin de renforcer, d'outiller nos jeunes, de leur donner les moyens de dire « Eh bien non, ce que j'entends à la maison, ce n'est pas juste. Parce que ce que nous avons en commun, c'est l'égalité entre les gens. Alors non, je ne fais pas de différence entre mes camarades parce qu'ils mangent ceci ou ils ne mangent pas cela, ou parce que sa confession est telle ou s'il n'en a pas. Oui. Allez, autre question, effectivement, au 0826 300 300. Et ensuite aussi, il y aura des questions avec Alexis Poulain et Elisabeth Lévy, bien sûr. C'est Sonia. Et Sonia est avec nous. Bonjour Sonia, qui nous appelle des Bouches-du-Rhône. Bonjour. Bienvenue. Oui, bonjour Sonia. Merci. Je vous écoute. Alors, c'est une question sur la jeunesse et l'engagement des jeunes. Oui, en fait, par rapport à ce que j'ai entendu, moi, j'ai envie de dire que c'est l'apprentissage de c'est quoi être un être humain. Au-delà de la France et du pays, nous, au niveau du Secours populaire, nous avons fait notre dernier congrès sur une solidarité grande comme le monde.
Donc de ce fait, je veux dire, si déjà dans la tête on fait sauter les verrous des frontières, etc., ça nous permet aussi de se questionner sur c'est quoi un être humain. Et moi, c'est vrai qu'on m'a invité à cette émission. Pourquoi? Parce que c'est vrai que depuis le premier confinement, disons que depuis toujours, le Secours populaire se mobilise pour la jeunesse, pour donner un avenir à la solidarité en ce qui nous concerne. Mais depuis le premier confinement, nous avons par exemple de 200 jeunes qui se sont inscrits pour faire du bénévolat au Secours populaire. Et au-delà de dire je veux participer au maraude ou je veux participer à aider les gens à pouvoir manger tranquillement, moi je l'ai vu aussi comme le fait d'appartenir justement à la communauté humaine et par cet engagement de garder justement une société je veux dire plus, et vous sentez donc, Sonia, ce que vous dites, hein, c'est que vous sentez un engagement supplémentaire depuis en fait la crise et le confinement de certains jeunes. Tout à fait. Moi, je pense qu'il y a une prise de conscience sur le fait que justement le repli sur soi n'est pas une solution et qu'il y a besoin de se questionner sur notre existence. Parce que c'est vrai aussi que la privation, je veux dire, ça crée une violence en soi qui, de ce fait, peut aboutir à un repli sur soi. Et il faut questionner pourquoi le repli sur soi, le dénouer et faire en sorte que les enfants, dès le plus jeune âge, se posent les vraies questions. C'est quoi être un être humain? Sarah El Haïry vous répond, secrétaire d'État chargée de la jeunesse. Alors, c'est pas forcément une question, mais c'est un constat que vous avez. Oui, un témoignage en fait qui est intéressant, qui montre qu'il y a des jeunes qui veulent s'engager. Quand même. Bonjour Sonia. Bonjour. Moi je voulais, avant de commencer, je voulais franchement vous féliciter. Eh bien, avec une belle énergie, et vous faites partie de ces 22 millions de Français bénévoles et 22 millions d'engagés. Et vous l'avez dit, parce que je l'ai vu aussi, notre jeunesse, elle s'engage encore plus fortement pendant ce confinement avec des formes un peu différentes, mais elle s'engage parce qu'elle elle tient au lien social, parce qu'elle trouve des solutions, parce qu'elle a envie d'appartenir à un ensemble et elle a envie de se sentir utile. Et plus que jamais, nos associations, elles font vibrer d'une certaine manière notre fraternité sur nos territoires et elles permettent à chacun de se sentir utile, de trouver son chemin. Et quand on s'engage, on apprend presque plus sur soi que ce qu'on apporte comme soutien. Donc merci pour votre engagement. Est-ce que vous incitez, vous, davantage justement à l'engagement et comment est-ce qu'il y a des incitations? Bien sûr, et dès le plus jeune âge. En fait, l'engagement, il n'y a pas d'âge pour s'engager. Il y a plusieurs formes, plusieurs étapes, plusieurs manières. Dès l'école, et ça on le fait effectivement avec le ministre de l'Éducation nationale, mais dès l'école, dès le plus jeune âge, il y a aujourd'hui des éco-délégués, il y a ce qu'on appelle la démocratie à l'école. Mais surtout, et juste après, on accompagne ce chemin. Dès 16 ans, les jeunes peuvent s'engager dans le service civique. Et le service civique, c'est quoi? C'est 8 mois où tu t'engages ou dans une association ou dans une collectivité dans l'intérêt général pour aider les autres, pour protéger ou défendre la planète, pour une cause. Dès 16 ans, tu peux rejoindre la réserve civique. C'est quoi la réserve civique? C'est ce fameux site qui a été lancé pendant le premier confinement. En tant que citoyen... Ça marche vraiment ou pas? Oui, mais ça marche. En fait, c'est à l'image de notre pays. Aujourd'hui, quand on dit un Français sur 3 est bénévole et engagé, quelle que soit la forme de son engagement, c'est à l'image de notre pays. Le site jeveuxaider.gouv.fr, il a été lancé vraiment pour accompagner les associations qui avaient besoin de soutien, de bénévoles, parce que malheureusement, il fallait demander à ceux qui sont les plus âgés de prendre un peu de distance pour se protéger, pour protéger les autres. Et là, on a vu plus de 300 000 inscrits et plus de la moitié, c'était des jeunes qui avaient moins de 25 ans. Franchement, quand vous voyez ça, moi, je me dis, le pays qui est le nôtre va dans le bon sens. Bon, tout n'est pas noir, quoi. Mais bien sûr que tout n'est pas sombre, parce que non, mais c'est vrai, parce qu'on a l'impression. Mais bien sûr que non. On va continuer avec vous, Sarah El Haïry, secrétaire d'État chargée de la jeunesse et de l'engagement. Oui, et évidemment sur les questions sensibles de la jeunesse, en tout cas qui traversent aussi la jeunesse, que ce soit sur les valeurs de la laïcité face à des jeunes, face à leur avenir, bien sûr, avec cette situation incertaine de la crise en fait sanitaire et de la crise économique en fait qui vient derrière. Des questions au 0826 300
300 300. Juste avant, Sarah El Haïry aussi, des questions de nos chroniqueurs du petit déjeuner d'actualité qui sont là comme chaque matin avec nous. Et on va commencer par Elisabeth Lévy qui est avec nous. Elisabeth. Bonjour Madame la Ministre. Bonjour. Alors, je vous ai écouté, hein, je ne mets pas du tout en doute vos convictions et vos engagements, mais comment dire, j'ai trouvé vos propos un petit peu iréniques. Alors j'ai deux questions. La première, vous parlez de cette merveilleuse jeunesse fraternelle, engagée, je veux dire, qui se mobilise, etc. Moi, je découvre dans une étude de l'ANSES que, en fait, la moitié de ces jeunes passent 4h30 par jour devant leurs écrans et font moins de 20 minutes d'activité physique. Alors je ne sais pas s'ils sont engagés ou s'il ne faut pas s'inquiéter pour cela. Et la deuxième, je vous la pose en même temps, c'est sur évidemment toutes ces affaires de séparatisme, de rapport à la laïcité. Et là, je vous trouve un peu en dessous de la main. Pourtant, j'ai bien vu que vous alliez au contact, que vous alliez sur le terrain, mais sur le diagnostic, vous nous expliquez que 99% des associations sont irréprochables. Et surtout, quand on parle de cas problématiques, vous parlez d'expliquer, de convaincre, mais est-ce qu'à un moment, il est question d'employer la fermeté? Est-ce qu'à un moment, il est question, par exemple, de dire aux parents qu'ils n'ont rien à faire à l'école publique et de leur dire qu'ils n'ont pas à se mêler de ce qu'on leur dit, plutôt que de négocier, d'être dans le compromis? Oui. Allez, vous deux croyez pas questions qu'il pour est le temps de prix changer d'une. de ton? Deux questions pour le prix d'une, comme d'habitude avec Elisabeth. C'est le tarif. On commence peut-être par cette deuxième question assez prégnante, quoi, sur les associations, quoi. Bien sûr. En fait, il y a un moment, quand on dit qu'il faut regarder les choses en face, il faut regarder les choses en face. On n'est pas au pays des bisounours, quand même. Hein. Absolument pas. Et bien au contraire, parce que c'est pour une raison toute simple, c'est que je suis d'abord une élue de terrain, parce que je suis d'abord une engagée, et parce que j'aime être sur le terrain. Et comme il se trouve qu'avec le confinement, on prend aussi un peu de distance, moi, je demande aux gens de discuter, de dire, de partager leurs difficultés. Et c'est très simple de m'écrire, parce que c'est la philosophie qui est la mienne, c'est le contact direct. Ils peuvent nous écrire sur Instagram en direct, parce que c'est moi qui lis les DM. Pour revenir à précisément ce que dit Elisabeth, il y a des associations peut-être un peu noyautées qui exploitent aussi justement un peu les... Mais c'est pour ça qu'on se donne les moyens. Ouais. Et c'est pour ça qu'il y a aujourd'hui un texte en préparation. C'est pour ça qu'il y a le contrat d'engagement républicain qui a vocation à renforcer encore plus fortement la défense des valeurs de la République et leur promotion. Quand on se dote d'outils, c'est pas de l'angélisme, mais c'est en réalité c'est le fait de se doter avec fermeté, parce que je reprends le terme, mais la fermeté, ça veut pas dire ne pas construire, ne pas comprendre, ou regarder qu'un petit bout de la lorgnette. Oui, il y a une partie de notre plus fort et plus ferme. Oui, il y a une partie de notre jeunesse qui va très bien et qui est engagée. Et celle-là, elle existe aussi. Et quand on dit oui, il y a une partie de notre jeunesse, je ne sais pas où elle est, mais elle a l'air d'être engagée, eh bien moi j'ai envie de dire, venez avec moi à Rouen, vous allez voir que cette jeunesse, elle existe, qu'elle existe à Paris, qu'elle existe à Guéret, elle existe partout dans notre pays. Et même sur les réseaux sociaux, et même sur Internet. Oui. On a un sujet des écrans, un sujet de distance. Oui. Il existe. Sauf qu'il y a peut-être une toute petite nuance à avoir, ça ne s'oppose pas. Oui, il faut mieux manger, il faut plus bouger, ça c'est une réalité et je comprends l'étude de l'ANSES, mais en étant devant un écran, on peut être extrêmement engagé aussi et on peut faire le meilleur et le pire avec les réseaux sociaux. C'est une réponse globale, mais c'est une réponse sur le fond. Avant Alexis Poulain peut-être, parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs aussi, 0826 300 300, c'est Philippe qui est avec nous, de Fontainebleau. Bonjour Philippe. Bonjour Philippe. Oui, alors bonjour à tous. Oui. Bonjour Madame la Ministre. Déjà, je vais faire une petite remarque. Les gens aujourd'hui, moi je le dis souvent quand j'ai un antenne, mais moi j'ai mal à ma France et Madame la Ministre, aujourd'hui, les gens de bonne volonté, ils en meurent. Voilà, hommage à Monsieur Paty. Maintenant, je vais faire bref parce que j'ai pas envie de rentrer dans les détails. Moi, j'ai une question à poser à Madame la Ministre sur cette jeunesse. Alors, il y a une jeunesse de la ruralité, il y a une jeunesse des villes et de la périphérie des villes. Je pense qu'elle est compliquée pour toute la jeunesse. Alors, la question c'est déjà quand on va donner, et là je parle les moyens à nos jeunes adultes
de mener à bien leurs études et leur avenir. Parce que c'est vrai que Madame la ministre a un ton très positif et très dynamique, sauf qu'aujourd'hui, dans notre pays, beau pays qui est la France, moi j'ai l'impression que l'ascenseur social, il est à l'arrêt, en fait. Je vais vous dire ce que je pense. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens qui ont des réseaux, il n'y a pas de problème. Les enfants de footballeurs, ils deviendront footballeurs. Les enfants d'acteurs, ils deviendront acteurs. Les enfants de comiques, ils deviendront comiques. Les enfants de journalistes seront journalistes, etc. Aujourd'hui, en termes de logement, comment on fait? Les jeunes qui vont faire leurs études, comment ils font pour aller bouffer? Comment ils font pour les jeunes et la précarité, Philippe, c'est ça. Consacrer à leurs études. Aujourd'hui, quand on a 20 ans, on est trop jeune pour commencer à travailler. Quand on a 55 ans, on est trop vieux pour travailler. Donc maintenant, aujourd'hui, l'État, c'est bien beau, vous êtes toujours à nous annoncer des milliards et des milliards, mais à un moment donné, c'est comme quand Mme Lévy a dit, des actes. Des actes. Alors, Philippe, réponse de Sarah El Haïry, secrétaire d'État chargée de la jeunesse et de l'engagement, je rappelle. Merci beaucoup Philippe pour ce témoignage, parce que effectivement vous parlez en tant que papa, et un papa qui quand j'écoute votre témoignage, un papa qui est inquiet pour ses enfants, un papa qui est inquiet pour l'avenir en fait et le futur de ses enfants. Est-ce qu'ils vont s'en sortir? Est-ce qu'ils vont trouver un travail? Est-ce qu'ils vont réussir à faire leurs études dans les meilleures circonstances ou dans ce cas dans les meilleures conditions? Moi j'ai envie de vous dire, plus que jamais en réalité, notre pays, eh bien il s'engage, et il s'engage de manière très concrète et avec des actes. Quand on dit, vous disiez des milliards, mais c'est des milliards, oui, et c'est des milliards qui sont faits pour. C'est un acte de solidarité pour nos jeunes, pour vos enfants, Philippe. C'est 6,7 milliards d'euros. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Parce qu'on a l'impression que c'est des sommes énormes. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que demain, on aide les entreprises pour qu'elles puissent accueillir des alternants. Et du coup, c'est pour que vos enfants, Philippe, ils puissent trouver une entreprise où ils pourront apprendre à côté d'un maître d'apprentissage, et c'est par la transmission tous les métiers. C'est aussi la possibilité de dire, eh bien, parce que il faut qu'ils puissent se nourrir correctement, et s'ils n'en ont pas les moyens, eh bien c'est le repas au restaurant universitaire à 1 euro. 1 euro, c'est pas le coût de revient, c'est vraiment ce qui reste. La différence, elle est prise en charge par la solidarité nationale. C'est des milliards très loin, c'est très concrètement du quotidien, c'est quelque chose de très concret, et plus que jamais. L'ascenseur social, c'est quoi? C'est l'école. Notre pays, notre promesse, elle est là. C'est le fait que si tu étudies, quelle que soit la situation de tes parents, que tu habites à la campagne ou que tu habites en ville, c'est la chance que tu pourras de faire le métier que tu souhaites, et surtout d'être accompagné. Et que l'école, elle reste pas, ce soit pas quelque chose qui est réservé à ceux qui en ont les moyens. C'est pour ça que nous avons des bourses. C'est pour ça que, en réalité, on ne paye pas le coût de l'université ou des études. C'est aussi pour ça que on soutient notre économie, parce que sans les entreprises qui puissent accueillir nos enfants, c'est le métier de vos enfants de demain. Et c'est pour ça que, plus que jamais, oui, ce sont des milliards, et plus que jamais, l'État et le gouvernement est engagé dans cette crise pour garantir et pour protéger un avenir. Allez, question d'Alexis Poulain. Oui. Alexis. Alors, vous vous occupez donc des jeunes et de l'engagement. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui s'engagent pour sauver les libertés, pour essayer de sauver les valeurs républicaines. Est-ce que c'est pas compliqué de défendre ces valeurs républicaines quand elles sont foulées aux pieds quotidiennement par les préfectures, par votre majorité, avec cette loi de sécurité globale qui est une loi de surveillance globale? On a vu les images hier qui ont même fait réagir Gérald Darmanin, qui a dit oui, il faut une enquête parce que ça va trop loin. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui aux jeunes qui veulent, eux, s'engager et qui sont dans l'angle mort de vos politiques parce qu'ils s'engagent pour les libertés, parce qu'ils voient bien que l'avenir que vous proposez, l'avenir de la surveillance totale, c'est pas un avenir souhaitable? Je suis en désaccord profond et total en fait avec vos propos, parce qu'avant de rentrer au gouvernement, avant de rejoindre cette équipe gouvernementale, je faisais partie de cette majorité à l'Assemblée nationale, et en tant que législateur, notre devoir, c'est de trouver ce point d'équilibre. Et jamais le projet de cette majorité, ni le projet du gouvernement, ni le projet du président de la République n'est de fouler les libertés, bien au contraire, c'est de les protéger. C'est pas ce que disent à la fois l'ONU, la Commission européenne, la rapporteure des droits. Et c'est aussi de se donner les outils et les moyens de protéger ceux qui nous protègent. Et en réalité, la loi... ce que dit Claire Hédon. Ils existent et ils ont besoin d'être renforcés parce qu'ils s'adaptent aussi à la réalité de notre pays et de notre vie et de notre société et de son évolution. Quand aujourd'hui on voit que une partie de nos forces de l'ordre sont prises pour cible, et volontairement prises pour cible par la diffusion sur les réseaux sociaux, et ça a amené au pire. Ça a amené au pire, et nous l'avons encore à l'esprit, puisque sans parler ça me fait presque...
ça me bouscule de redonner les prénoms de toutes ces hommes et ces femmes qui nous protègent et qui sont prises pour cible de manière volontaire. C'est pour ça que nous faisons cette loi. Cette loi sécurité globale, c'est le travail parlementaire. C'est une assemblée souveraine qui est en débat, qui l'a amendée, qui va aller au Sénat. Et les libertés, oui, elles doivent être protégées. Elles doivent être protégées avec toutes nos forces. Mais alors pourquoi les attaquer avec cette loi qui est critiquée au contraire, par les gens qui défendent les libertés? Elle est critiquée, elle est débattue et nous sommes dans un état de droit et nous avons des instances et ces instances, c'est notre Conseil constitutionnel, c'est le Conseil d'État, mais c'est aussi la souveraineté du législateur. Et aujourd'hui, c'est bien le législateur qui votera tout à l'heure dans l'après-midi sur la totalité du texte, mais qui s'est déjà exprimé sur l'article 24 dont vous parlez et qui protège les libertés des journalistes dans leur diffusion. L'article 24, c'est un détail. Je passe surtout aux drones et à la surveillance qui est en train de se mettre en place. Elle est extrêmement réglementée et elle s'adapte aux outils. Hier, d'ailleurs, le ministre a refusé de parler avec les associations qui étaient venues le voir. Et c'est ça qui est inquiétant. Et de voir que, je crois que vous ne vous rendez pas compte en fait de ce que vous faites pour l'histoire avec cette majorité. On doit défendre les valeurs de la République qui sont liberté, égalité, fraternité. Et pas dépasser. Là, vous êtes en train de mettre surveiller, obéir et travailler. Non, nous, pas du tout. Nous défendons et on restera ces grands défenseurs des valeurs de la République, c'est-à-dire oui la liberté, oui l'égalité et oui la solidarité. Et pourquoi on défend et pourquoi on se dote de plus d'outils pour plus de sécurité? Parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin de protéger les plus fragiles. Qui subit en réalité les violences ou les difficultés? Ce sont les plus fragiles d'entre nous. Hier, c'était des migrants dans des tentes qui n'avaient pas trouvé de solution d'hébergement. Ils n'ont pas subi. Excusez-moi. Hier, place de la République. Vous avez vu les images comme moi. J'ai vu les images hier, place de la République. C'était l'état de droit qui s'exprimait. C'était une évacuation. C'était une évacuation, puisque ce n'était pas le lieu où ils devaient être. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les accompagner et les protéger, mais ça veut aussi dire qu'il y a des règles et ces règles doivent être respectées. Maintenant, s'il y a eu des dérives, et je crois que le ministre de l'Intérieur s'est exprimé dessus, en disant qu'il y a des images qui sont interpellantes, qui sont choquantes, pour reprendre son propre mot, alors il y a une enquête qui est diligentée pour avoir plus de lumière. C'est aussi ça l'état de droit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les règles s'appliquent à nos forces de l'ordre, mais elles s'appliquent pour l'ensemble des Français sur l'ensemble de nos territoires. Allez, et ces règles, c'est pour tout le monde. Et juste pour conclure, parce que c'est extrêmement dernière important. Question, il y a David qui est avec nous. Les lois que nous votons, et la loi de la sécurité globale, la loi qui va arriver sur le renforcement des principes de la République, ce sont des lois qui sont des outils et des besoins pour lutter contre aujourd'hui la situation réelle de notre pays, c'est-à-dire une montée de violence. Ça veut dire aussi l'arrivée, oui, de drones, oui, de caméras et d'outils qui nous permettent de plus que jamais plus protéger les Français en respectant toujours l'équilibre des libertés. Et c'est pour ça que nous avons des instances démocratiquement élues qui rapidement, parce que on a dépassé un petit peu le temps. C'est David qui veut poser des questions autour du service militaire et service civique. Bonjour David. Oui, bonjour tout le monde, bonjour Madame la Ministre. Oui. Bonjour. On va faire rapidement, si j'ai compris. C'est-à-dire qu'on a passé un peu plus de temps, mais bon. Non, c'est la faute à personne. Vous inquiétez pas. Donc, rapidement, donc je voulais parler intégration et aussi engagement à double titre, petit-fils d'immigrés et ancien militaire. Voilà, donc j'avais deux questions en fait, parce que vu qu'on a peu trop le temps. La première question est concernée l'intégration et l'engagement. Est-ce qu'aujourd'hui on ne paie pas les manquements de toutes nos institutions depuis des années, qui ne mettent plus en avant ce que je vais appeler les fiertés françaises, notre culture, notre histoire, notre gastronomie, nos évolutions technologiques, etc. Moi, pour faire rapide, je me rappelle quand j'étais gamin, c'était Molière, c'était pas Black M, c'était toutes ces choses comme ça. Les 11 novembre et les 8 mai, présence obligatoire aux cérémonies, etc. Aujourd'hui, tout ça, on ne le voit plus. Et ensuite, concernant l'engagement et notamment le service national universel, etc., et pour revenir aussi sur les propos du ministre de la Justice qui voudrait que l'armée s'occupe un peu des délinquants, jusqu'à quand est-ce qu'on va considérer que l'armée est le couteau suisse des institutions, c'est-à-dire que quand ça va mal, l'armée est là pour pallier, à certaines situations. Le dernier rempart, alors qu'en fait, pourquoi pas le retour à un service militaire ou même au service national universel, mais pour quel but? Quelle est la finalité? Parce que la finalité d'un service militaire, c'est de préparer des hommes et des femmes à défendre la patrie, avec comme dernière hypothèse faire le don de soi pour cette patrie. Donc,
je pense qu'on n'en est plus là. Donc pourquoi revenir sur des choses alors que c'est déjà fini? 15-17 ans, pour moi c'est déjà fini. Ça commence beaucoup plus tôt, l'intégration, mais aussi le sens de l'engagement, le sens du civique. Voilà. Allez, David, on va dernière réponse avec Sarah El Haïry. Donc, oui. Merci beaucoup David de faire cet hommage et cet hommage à ces hommes et ces femmes qui protègent la France, qui nous protègent et qui protègent nos libertés au-delà de nos frontières, parce que eux ils mettent leur vie en jeu en fait pour qu'on puisse continuer à vivre comme nous on souhaite vivre dans notre pays. De manière très directe, David, vous avez parlé de deux choses. La première, c'est qu'est-ce qu'on va faire du service national universel? Le service national universel, c'est pas un service, un nouveau service militaire. C'est un temps qui doit réunir toute une classe d'âge, à l'âge de 15-16 ans environ. Pourquoi on les réunit? Parce qu'on a besoin de leur, de refaire vibrer en eux les valeurs de la République, mais aussi identifier les plus fragiles pour pouvoir les accompagner, parce que tu n'as pas les mêmes chances quand tu as des parents qui savent et qui peuvent t'aider ou pas. Mais c'est aussi peut-être avoir un temps partagé sur, vous l'avez dit, des choses qui nous font vibrer, en tout cas qui font vibrer une partie de notre pays, c'est des symboles. C'est une Marseillaise, c'est un drapeau. Ouais, ben ça, vous n'avez pas réussi à faire lever les jeunes pour chanter la Marseillaise l'autre jour. Mais difficilement, c'est vrai, ça a été un moment difficile, mais c'est pas parce que ça a été un moment difficile qu'il ne faut pas le refaire. Moi, vous savez, mon engagement, il sera dans les moments faciles, les moments heureux, mais il sera aussi dans les moments difficiles. Parce que moi, j'ai confiance dans notre pays, j'ai confiance dans notre avenir, et je crois que si collectivement, comme David qui s'engage pour défendre ce qu'on est et défendre notre pays, alors si on est nombreux à se lever, si on est nombreux à croire en demain, alors on passera cette étape difficile, on passera cette crise, peut-être potentiellement, autour de nos valeurs qui sont questionnées, parce qu'elles seront claires, parce qu'on permettra à chacun de les réintégrer et d'en faire un point fort de défense. Ça s'appelle le rêve français. C'est ce qui nous permet à tous, quelle que soit notre origine, quelle que soit la nationalité de nos grands-parents ou de nos parents, de trouver sa place, parce qu'être français, c'est d'abord le vouloir. Et oui, c'est un plébiscite de tous les instants. En tout cas, vous êtes enthousiaste pour mener à bien toutes ces missions. Il y en a beaucoup, évidemment. C'est extrêmement difficile en cette période. Merci Sarah El Haïry de s'être prêtée au jeu, secrétaire d'État chargé de la jeunesse et de l'engagement depuis tout à l'heure, 9h moins le quart.